un tout petit mot d'ACTAP. C'est une association, une jeune association qui œuvre dans le champ de la prévention pour promouvoir une alimentation saine et durable, et notamment vers les personnes qui ont un petit budget à travers le portage d'un programme de prévention qui s'appelle OptiCourse. Voilà, je ne dirai pas plus. Alors, pourquoi je vous ai posé cette question sur junk food et aliments ultra transformés? Parce qu'il me semble que la sémantique fait partie un peu du problème autour de cette nébuleuse dont vous parliez sur le concept d'aliments ultra transformés. Alors, je vais partager mon écran. Euh, donc, fenêtre, voilà. Et d'après les réponses que vous avez données, ben, on voit bien que vous êtes des professionnels qui avaient déjà bien réfléchi à la question. Ouais. Et donc, effectivement, la junk food, c'est un terme qui a été popularisé dès le début des années 70, donc ça fait déjà plus de 50 ans, et en accolant le mot junk qui veut dire poubelle au mot aliment, l'objectif c'était de dénoncer la disponibilité croissante d'aliments de mauvaise qualité nutritionnelle. Donc, effectivement, junk food, c'est plutôt mauvaise qualité nutritionnelle, mais il y avait aussi euh, dans le cadre d'une critique plus générale de la société consumériste, il y avait déjà quand même la critique d'une alimentation standardisée, industrielle et facile à consommer. Une grande différence, par contre, c'est que dans la junk food, il n'y a jamais eu de méthode, en fait, pour savoir si un aliment doit être considéré comme de la junk food ou pas. C'était plutôt un concept qualitatif. Dans la notion d'aliments ultra transformés, là, c'est différent. Donc, vous voyez bien mes diapos, hein, c'est bon? Oui, oui, c'est parfait, Madame Darmon. Ça, c'est un concept donc, qui a été proposé pour la première fois en 2009, donc c'est bien daté, par un professeur d'épidémiologie au Brésil qui s'appelle Carlos Monteiro. Et en fait, il a défini d'emblée ce concept en opposition à l'approche des profils nutritionnels, en particulier, bon, vous connaissez très bien le Nutri-Score, mais les profils nutritionnels, ça faisait 25 ans aussi, et 20-25 ans que ça avait commencé à émerger. Et lui pensait que Carlos Montero pensait que ce concept est trop réductionniste, justement, trop ciblé, centré et limité à la question de la composition nutritionnelle, et devrait prendre en compte, ou il faudrait prendre en compte l'intégrité de la matrice, la présence d'additifs, dont certains sont souvent appelés cosmétiques, et puis aussi le marketing qui incite à la surconsommation. Et c'est comme ça que dès 2009, il propose un système de classement pour identifier les aliments ultra transformés. Donc ça, c'est une grande différence avec junk food. Ce système, il s'appelle Nova. Il a évolué depuis 2009, donc la première fois où il y a eu cette proposition. Et en fait, il y a eu un rapport de l'ANSES dont je dirai un mot en février 2025 qui a répertorié déjà 9 systèmes de classement pour savoir si un aliment est ultra transformé ou pas. Mais c'est vraiment Nova qui est le plus répandu et de loin. Alors, Nova, rapidement, qu'est-ce que c'est? Nova définit 4 groupes d'aliments selon leur niveau de transformation. C'est comme ça que c'est présenté. Alors, Nova 1, c'est les aliments non transformés ou peu transformés. Donc, il peut y avoir pas seulement des produits bruts, mais des produits qui ont subi une transformation mineure comme congélation, pasteurisation. Nova 2, c'est un groupe un peu à part puisque ce sont des ingrédients culinaires, comme par exemple les huiles, le beurre, le sel, le sucre, le miel, tout ce qu'on utilise dans une cuisine domestique pour faire la cuisine. Nova 3, c'est les aliments transformés. Alors, leur définition, c'est assez simple. C'est des produits industriels qui sont obtenus par un ajout des ingrédients, donc les Nova 2, aux aliments Nova 1. Et donc, en utilisant des méthodes artisanales telles que conserve, salaison, fermentation. Donc, les exemples d'aliments transformés, c'est du pain frais, par exemple, le pain qu'on va acheter chez le boulanger, des fromages traditionnels, des conserves de légumes, des charcuteries artisanales, des confitures.
Les aliments ultra transformés, donc c'est vraiment la catégorie Nova 4. Alors souvent, je dirais plutôt catégorie Nova 4 que aliments ultra transformés. Enfin, je vais peut-être passer de l'un à l'autre, mais parce que en fait, la plupart des études sont basées sur cette classification. Et donc, en fait, quand on parle d'aliments ultra transformés, on parle dans les études scientifiques d'aliments classés Nova 4, dans le groupe de Nova 4. Donc, la définition. C'est des produits qui résultent de procédés industriels physiques, chimiques ou biologiques intensifs sans équivalent domestique, généralement fabriqués à partir d'ingrédients raffinés et contenant des substances absentes des cuisines domestiques, donc telles que maltodextrine, huile hydrogénée, amidon modifié, et contiennent aussi des additifs colorants, émulsifiants, édulcorants, arômes. Alors, les exemples, je pense que vous connaissez. Moi, j'ai mis comme exemple les chips parce qu'il me semblait que c'était l'exemple typique d'aliments ultra transformés. Ce que je voudrais souligner, c'est vraiment l'opposition avec la cuisine maison, le fait maison, l'acte culinaire à domicile. Donc, substances absentes des cuisines domestiques, additifs, etc. Et alors, il y a une couche en plus dans la définition de Carlos Montero. C'est pas seulement ça, un aliment ultra transformé, c'est aussi un aliment hyper palatable emballé dans un emballage sophistiqué, attractif et qui profite d'un marketing agressif avec la présence d'allégations et même une forte rentabilité. L'appartenance à une marque ou un groupe multinational peuvent conduire, selon Carlos Montero, à classer un aliment comme ultra transformé. Et il n'y a pas, par contre, il n'y a pas d'algorithme, comme par exemple, je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'algorithme du Nutri-Score qui permet de calculer en fonction des compositions nutritionnelles d'un aliment s'il est Nutri-Score A, B, C, D, ou. Là, c'est absolument pas le cas, il n'y a pas de calcul proposé. Alors, un petit mot, alors je ne vais pas faire court, et puis en plus, je ne suis pas spécialiste, mais sur les additifs alimentaires, il y a une définition des additifs alimentaires, c'est substances ajoutées intentionnellement à un aliment pour une fonction technologique. Chaque additif autorisé dans l'Union européenne porte un numéro. Il y a une réglementation, un processus d'évaluation très strict, avec une possibilité de réévaluation régulière, et c'est comme ça que le dioxyde de titane, par exemple, en étant réévalué, n'a plus été autorisé. Mais quand un additif est utilisé, c'est bien qu'il est autorisé après avoir subi un processus d'évaluation très strict. Et pourtant, certains additifs sont controversés. Alors, comment savoir quand on n'est pas spécialiste? Donc, bon, il y a beaucoup d'entre vous qui sont spécialistes, mais on n'est pas spécialiste de tout en tout cas. Et comment peut-on savoir si un additif est controversé? À ma connaissance, il n'y a pas du tout de liste officielle ou de site sur lequel on pourrait se reposer, qui soit proposé par les autorités de santé. En revanche, les ONG s'emparent de cette affaire-là et, par exemple, Que Choisir depuis longtemps a proposé de classer les additifs en 4 classes acceptables, tolérables, peu recommandables ou à éviter. Et à chaque fois, ils donnent les éléments qui les ont conduits à classer chacun des additifs dans ces 4 classes. Comment un non-spécialiste peut savoir si un aliment est ultra transformé ou pas? Pareil, c'est pas en allant regarder la table du SICAL que vous allez savoir si un aliment est ultra transformé. Donc, il n'y a pas les autorités de santé, en fait, aujourd'hui, ne produisent pas cette information. Donc, finalement, le plus souvent, les gens, nous allons voir sur Open Food Facts qui va permettre d'avoir à la fois le Nutri-Score, mais aussi l'Eco-Score. Et puis, depuis quelques années maintenant, nous indique si un aliment est ultra transformé ou pas. Alors, ils précisent quand même, et ça c'est assez intéressant, que leur analyse de ce degré de transformation, enfin, de ce qui devrait être l'analyse du degré de transformation, en fait, elle est basée uniquement sur les ingrédients, la liste des ingrédients, et elle ne prend pas en compte les méthodes de fabrication. Donc, c'est une méthode qui, enfin, c'est assez paradoxal parce que on va
décider si un aliment est ultra transformé sans prendre en compte la transformation. Donc, en réalité, on prend en compte la formulation. J'ai voulu voir, moi, parce que justement, je vous ai dit, pour moi, les chips, c'était l'aliment emblématique ultra transformé par excellence. Et donc, j'ai voulu voir sur Open Food Facts parce que quelqu'un m'a dit non, non, mais les chips, c'est pas forcément ultra transformé, ça dépend du nombre d'ingrédients. Donc, j'ai cherché hier pour vous, j'ai tapé chips au vinaigre, parce que sinon, j'en avais trop. Et j'ai trouvé effectivement 2 chips Carrefour qui se ressemblent vraiment beaucoup. L'une est Nova 3, donc pas ultra transformé, juste transformé, et l'autre est Nova 4, donc produit ultra transformé. Alors vous remarquerez aussi que l'une a un Nutri-Score meilleur que l'autre, et manque de chance, bah, c'est celle qui est ultra transformée qui a un meilleur Nutri-Score. Qu'elle ait un meilleur Nutri-Score, c'est logique parce qu'elle a moins de sel et elle a aussi une densité énergétique moins importante. Alors, pourquoi est-ce que celle-ci est ultra transformée et celle-là pas? Ben, on regarde un peu la liste des ingrédients. Alors, j'avais aussi entendu que plus que 5 ingrédients, ben, ça veut dire qu'on va être ultra transformé, mais apparemment non. C'est pas ce que fait Open Food Facts, puisque là, par exemple, cette chips-là, elle a 7 ingrédients et elle n'est pas considérée comme ultra transformée. Je pensais aussi qu'il fallait avoir beaucoup d'additifs pour être ultra transformée. Ben, celle-là, elle en a plus que celle-là. Bon, vous voyez que c'est quand même un peu subjectif. Et c'est bien ça, les critiques qui sont faites à cette catégorisation. Alors, que dit, parce que quand même dans Open Food Facts, quand ils classent un aliment comme ultra transformé, ils disent pourquoi. Et donc là, les éléments pour lesquels ils ont classé cet aliment à droite comme ultra transformé, c'est parce qu'il y avait un arôme. Alors, c'est certes un arôme, mais c'était marqué arôme naturel. Et puis, le lactose, apparemment, aussi a été considéré comme un marqueur d'ultra transformation. Alors, je vais maintenant un petit peu balayer la littérature scientifique. Alors, je vous préviens d'emblée que je ne vais pas rentrer dans la littérature sur les mécanismes parce que ça aurait demandé beaucoup plus de temps et puis aussi beaucoup plus d'expertise de ma part, hein. Je comprends cette littérature, j'essaye de la suivre, mais bon, c'est quand même pas mon sujet principal d'étude, loin de là, hein. Donc, je vais balayer les questions sur les qualités des aliments dits ultra transformés, ce qu'on peut lire sur les relations avec la santé, et puis cette opposition ultra transformée, cuisine domestique. Donc, en ce qui concerne les qualités des aliments dits ultra transformés, alors pourquoi je dis dits ultra transformés? C'est parce que je reprends un peu justement la question de terminologie qui a aussi été pointée par le rapport de l'ANSES de février 2025, qui c'est de A à Z dans le rapport, y compris dans le titre bien sûr. Il n'utilise pas la terminologie d'aliments ultra transformés, mais celle d'aliments dits ultra transformés, en particulier parce qu'on l'a vu, c'est plutôt de l'ultra-formulation qui est pointée du doigt avec Nova. Alors, il y a plusieurs études, par exemple cette étude de mon collègue Adam Drenowski aux États-Unis, qui a regardé, caractérisé 384 aliments types. Alors, ça veut dire que ce n'est pas des aliments précis, ce n'est pas des références qu'on va trouver dans un supermarché. Et en fait, c'est plutôt des regroupements d'aliments qui se ressemblent, ce qu'on appelle aliments types. Et ça ressemble à... en fait, lui, il a pris la liste du questionnaire de fréquence qu'il utilise dans les enquêtes de consommation qu'il mène dans son laboratoire. Et donc, en regardant cette liste d'aliments types et en la classant en fonction des caractéristiques, enfin de la catégorisation NOVA, il a montré que, en termes de catégories concernées par cette classification NOVA 4, on a une majorité de produits céréaliers, de matières grasses et sucreries et de produits laitiers qui sont classés NOVA 4. Alors, ça va être beaucoup moins le cas pour les légumes, la viande, la volaille et le poisson, et pour les fruits.
Mais pour toutes les autres catégories, vous voyez que c'est majoritairement, et en particulier pour les produits céréaliers, ils sont presque tous classés, ils étaient presque tous classés ultra transformés. Comparé aux aliments non transformés, les aliments Nova 4 avaient une moindre densité nutritionnelle et une plus forte densité énergétique, donc globalement une moins bonne qualité nutritionnelle. Et puis aussi, ce qui est assez intéressant, comparé aux aliments non transformés, les aliments Nova 4, mais aussi Nova 3, et on voit que souvent Nova 3, Nova 4, ils partagent un peu les mêmes caractéristiques, ils sont des sources moins chères de calories. Donc, ce sont des aliments beaucoup plus abordables que les aliments Nova 1, ce qui n'est pas étonnant parce que dans Nova 1, on va trouver les fruits, les légumes, la viande, le poisson, qui sont les aliments les plus chers. Donc, la limite de cette étude, c'est que c'est une analyse sur des aliments types. Or, Nova n'est pas fait pour ça. Nova est fait pour étudier des vraies références qu'on va trouver dans les supermarchés en regardant les listes d'ingrédients, etc. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Alors là, une autre étude au Royaume-Uni, cette fois-ci, sur 6000 produits alimentaires. On n'est pas dans l'aliment type, on s'approche un petit peu de choses plus précises, mais il n'y a pas non plus de données sur les listes d'ingrédients de ces aliments de façon très détaillée. Malgré tout, la conclusion est un peu la même, puisque par rapport aux aliments peu ou pas transformés, les aliments Nova 4, mais aussi Nova 3, donc on retrouve cette quand même similitude entre Nova 4 et Nova 3 sur certaines caractéristiques, ils ont tendance à être moins riches en nutriments, moins coûteux par kilocalorie et de plus faible impact environnemental. Toujours parce que Nova 1, c'est les aliments bruts qui sont qui comportent fruits, légumes, viande, poisson, quoi. Et ce sont des aliments plus riches en nutriments que les autres. Alors en France, il y a eu un premier travail pour savoir justement quelle était la relation entre la qualité nutritionnelle des aliments vus à travers la catégorisation du Nutri-Score. Cette première publication, j'attire votre attention, elle est faite à partir de l'ancien algorithme du Nutri-Score et les auteurs ont voulu voir quel était finalement le recouvrement ou pas entre le classement avec le Nutri-Score et le classement avec Nova. Et donc, ils ont surtout regardé la proportion d'aliments avec un mauvais Nutri-Score ou un bon Nutri-Score parmi les aliments Nova 4. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'une forte proportion d'aliments avec mauvais Nutri-Score, donc D ou E, était Nova 4. Donc ça va dans le sens de ce qu'on a, des études de ce que j'ai présenté précédemment, c'est-à-dire qu'en général, les aliments Nova 4 ont tendance à avoir une moins bonne qualité nutritionnelle, mais, et ça vous l'avez bien relevé pour tous ceux et celles qui ont répondu dans le chat, Nova 4 ne veut pas forcément dire mauvaise qualité nutritionnelle, puisque avec l'ancien algorithme du Nutri-Score, on avait 24% des aliments Nutri-Score A qui étaient Nova 4, et 58% des Nova B, donc une proportion non négligeable d'aliments avec bon Nutri-Score sont Nova 4. Alors, est-ce que la révision de l'algorithme, ça a changé quelque chose? Il y a eu une étude là-dessus et elle est extrêmement intéressante parce que cette fois-ci, elle est vraiment basée sur des produits du commerce. Donc, il y a eu la possibilité, justement, à partir de la base Open Food Facts, d'aller regarder plus précisément la liste des ingrédients et d'aller comptabiliser les marqueurs d'ultra-transformation. Bon, déjà, les auteurs, eux, ils n'ont pas spécialement fait cette étude uniquement pour ça, mais aussi pour montrer que le nouvel algorithme du Nutri-Score avait permis, ou en tout cas, oui, avait conduit à une sévérité accrue du Nutri-Score, puisqu'il y a eu globalement une réduction du nombre de produits notés A ou B et une augmentation du nombre de produits notés D ou E. Et ce qu'il remarque, c'est que les aliments Nova 1 ont été les moins touchés
par cette sévérité accrue, alors que les aliments Nova 4 ont été les plus touchés, donc avec finalement un peu une moindre superposition des deux concepts. Et leur conclusion, c'est que la mise à jour du Nutri-Score renforce sa cohérence avec la classification Nova, même si les deux systèmes mesurent deux dimensions distinctes de la santé. Alors moi, j'ai été voir un petit peu justement comment ça concordait ou pas. Il y a notamment dans cette publication un tableau qui montre parmi les aliments classés Nova 4 dans chacune des catégories étudiées dans cette étude, regardez dans cette étude, en fait, les auteurs ont regardé pour chacune de ces catégories les aliments Nova 4 qui étaient encore, j'allais dire, classés Nutri-Score A ou B avec ce nouvel algorithme, donc normalement vraiment de bonne, voire très bonne qualité nutritionnelle. Et ce qui, moi, m'a attiré mon attention particulièrement, c'est que on avait 75 à 80% des fruits, légumes et légumineuses classés Nova 4 qui ont un bon Nutri-Score. Et pour moi, c'est assez problématique. Je vous ai dit que dans ACTAP, on s'intéresse surtout à la promotion d'une alimentation saine et durable auprès de personnes qui ont un petit budget. Or, il se trouve que ces aliments en particulier, préparation de fruits, de légumes et de légumineuses en conserve, c'est des aliments qui, justement, permettent d'avoir une alimentation équilibrée avec un petit budget. Donc, si on devait les extraire de nos recommandations positives, on aurait quand même un gros problème. Alors, quelle est la robustesse de la classification Nova? C'est vraiment une question centrale, parce que si la classification n'est pas suffisamment robuste, comment est-ce qu'on peut faire confiance complètement à toutes les études qui sont basées sur l'utilisation de cette classification? C'est bien là un des nœuds du problème. Alors, avec plusieurs collègues, dont Véronique Braesco, que je pense certains d'entre vous connaissent bien, nous avons conduit il y a quelques années une étude que nous avons appelée RobuNova, parce qu'elle était justement destinée à regarder quelle était la robustesse de la classification Nova. Nous avons fait une enquête en ligne où nous avons sollicité des professionnels en faisant attention qu'ils viennent de domaines différents. Il y avait autant des scientifiques académiques que des scientifiques alors soit en nutrition humaine, soit en technologie de l'alimentation, mais aussi des professionnels de santé et des professionnels des industries agroalimentaires dans les secteurs recherche et développement. On leur a demandé, dans cette enquête en ligne, on leur a fourni la définition de la classification Nova telle qu'elle est exposée dans les publications de Carlos Montero. Et à partir de cette information-là, on leur a demandé de classer deux listes d'aliments. Une liste qui était vraiment des aliments emballés, donc qu'on peut trouver dans un supermarché avec des infos précises sur les ingrédients. Et puis une autre liste qui était des aliments génériques, donc plutôt le type de liste d'aliments qui est utilisé dans les enquêtes épidémiologiques, par exemple, qui se base sur des questionnaires, soit des questionnaires de fréquence, soit des rappels de 24 heures, mais qui ne peuvent pas quand même assez difficilement aller jusqu'à connaître la marque et la liste d'ingrédients pour chaque aliment déclaré comme consommé par les consommateurs. Donc, il devait classer chaque aliment de chacune des listes, enfin, il pouvait prendre une liste ou deux au choix, dans chacune des 4 classes Nova. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est est-ce qu'il y avait une concordance entre les évaluateurs, entre les classements
effectués par les différents professionnels. En sachant que si tous les évaluateurs avaient été d'accord sur tous les aliments, on aurait un coefficient de concordance de 1. Et d'ailleurs, quand on travaille avec un système de classification qui repose sur un algorithme tel que le Nutri-Score, on aboutit à des coefficients de 1 ou très proches de 1, puisqu'il n'y a pas de raison, sauf si on fait des erreurs de calcul, de classer, que deux personnes classent le même aliment dans des classes différentes. Or, avec Nova et avec les informations qui étaient celles qui sont disponibles, enfin officiellement en tout cas, oui, par les promoteurs de Nova, eh bien, nos évaluateurs, qui étaient tous des professionnels du secteur, n'avaient pas du tout une très bonne concordance entre eux dans leur classement, puisque la concordance, elle tournait autour de 0,3, ce qui est très faible. Et ce qui était étonnant, c'est que la concordance finalement était aussi mauvaise que les personnes aient accès à les informations détaillées sur les aliments avec la liste d'ingrédients ou pas. Donc, on voit bien que ce système laisse trop de place à l'interprétation et à la subjectivité, et ça, c'est vraiment lié à l'absence d'algorithmes reproductibles. Alors, je vous ai parlé du rapport de l'avis de l'ANSES publié en... Alors oui, je ne sais pas pourquoi il y a marqué de novembre 2024. Pour moi, c'était février 2025, mais il y a peut-être un décalage entre la date d'édition et de communication, je ne sais pas, peu importe. Et en fait, l'agence reprend beaucoup de toutes ces critiques, hein. Ils ont fait vraiment une analyse précise et ils mettent en évidence le fait que les critères sont parfois contradictoires, ils ne sont pas décrits avec précision, ils rendent le classement subjectif. La désignation elle-même d'aliments ultra transformés prête à confusion, et donc c'est pour ça qu'ils utilisent le terme d'aliments dits ultra transformés. Enfin, ils utilisent cette petite précaution de langage tout au long du rapport. Au vu de ces éléments, il apparaît que la classification NOVA, bien que très répandue, ne reflète pas rigoureusement le niveau de transformation des aliments, donc plutôt la formulation, et qu'elle requiert une très bonne connaissance de la composition des produits. Voilà. Donc, encore des verbatim, enfin des extraits de l'avis. Vous voyez, elle agrège des notions hétéroclites, c'est imprécis, il y a un manque de reproductibilité. Et surtout, en termes de recommandations, l'ANSES dit que cette classification ne peut pas servir de base à la construction d'outils de prévention et que c'est un concept insuffisamment étayé scientifiquement. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en parallèle de ça, et l'ANSES le savait au moment où ils ont rédigé l'avis, bien sûr, eh bien, le Programme national nutrition santé, depuis 5 ans, donc le dernier, le PNNS 4, en vigueur actuellement, recommande de limiter la consommation de produits ultra transformés, ce qui est en contradiction avec les conclusions de l'agence. Mais le Programme national nutrition santé donne des bonnes raisons pour limiter la consommation d'ultra transformés. Ces raisons, c'est finalement le principe de précaution. On va considérer que, en général, ils sont de moins bonne qualité nutritionnelle. Ils peuvent contenir des additifs dont on ne connaît pas forcément l'impact sur la santé à long terme. Donc ça, c'est eux qui le disent. L'ANSES a complètement réfuter cet argument. Il signale que ces aliments peuvent contenir des contaminants formés au cours des procédés de transformation, qu'il peut y avoir des problèmes liés au contact prolongé avec des emballages alimentaires, et donc tout ça faisant que finalement, le PNNS a décidé, et le HCSP et l'ANSES, donc finalement qui ont fait partie aussi de la définition des recommandations du PNNS, ont décidé de recommander de limiter la consommation d'aliments ultra transformés.
Alors, on va rentrer rapidement sur les. Tout à l'heure, on a parlé des liens, enfin des caractéristiques des aliments ultra transformés et notamment de leur qualité nutritionnelle. Donc, maintenant, un cran au-dessus, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la consommation d'aliments dits ultra transformés et la qualité nutritionnelle de l'alimentation? Alors, en France, ben, vous savez qu'on a deux études sur les consommations alimentaires, l'étude ENNS et l'étude INCA. Avec chacune de ces études, il y a eu un travail qui a été fait pour regarder quelle était la proportion de consommation d'aliments classés Nova 4 et puis le rapport avec la qualité de l'alimentation. Alors, l'étude sur les données ENNS conduit à considérer qu'il y a en moyenne en France 31% des calories qui sont apportées par des aliments classés Nova 4 et plus le pourcentage de calories apportées par des aliments Nova 4 dans l'alimentation est élevé, plus la densité énergétique est élevée, la teneur en glucides totaux, en sucre libre, en graisse totale saturée est élevée et l'apport en fibres est faible, donc moindre est la qualité nutritionnelle de l'alimentation. Les auteurs indiquent qu'ils ont utilisé Nova 4, mais ce n'était peut-être pas quand même les conditions idéales pour appliquer correctement Nova, puisqu'ils n'avaient pas suffisamment ou pas du tout d'informations sur le type de transformation, industrielle ou non, et sur le type et le nombre d'ingrédients. Et dans l'étude 1.4.3, les auteurs qui ont travaillé sur cette base de données ont également mis en évidence une relation entre forte consommation d'aliments ultra transformés et moindre qualité nutritionnelle. Mais vous voyez, c'est à partir du troisième tertile, enfin donc le tiers des personnes situées dans les proportions les plus élevées de consommation d'aliments transformés, pour lesquels il y a une diminution de différents indicateurs de qualité nutritionnelle. Il n'y a pas de différence entre le premier tertile et le deuxième tertile. Eux aussi indiquent dans les limites que ce n'est pas si évident d'appliquer Nova sur ce type d'études épidémiologiques, parce qu'en fait, elles n'ont pas été conçues pour ça et elles n'apportent pas suffisamment de détails sur la présence d'additifs ou la transformation, etc. Et d'ailleurs, ils indiquent que des aliments de même nom ont pu être classés dans différentes classes Nova selon leur origine. Par exemple, si les participants à l'étude avaient indiqué si le produit avait été fait maison ou pas. Alors maintenant, qu'en est-il des liens entre consommation d'aliments dits ultra transformés et état de santé? L'avis de l'ANSES est clair là-dessus. Ils disent qu'il y a un poids des preuves faible, mais qu'il y a une association entre une consommation élevée d'aliments ultra transformés et un risque plus élevé de pratiquement toutes les pathologies, hein. Je ne vais pas toutes les relire, mais surpoids, obésité, diabète, etc. Une publication du British Medical Journal en 2024 aussi fait une revue de la littérature sur cette question-là et montre que pratiquement toutes les pathologies sont concernées. Alors, il faut bien voir que ce corpus de connaissances est basé sur des études épidémiologiques et le problème principal des études épidémiologiques, c'est qu'il y a toujours un risque de ce qu'on appelle des biais résiduels. Et donc, c'est ce que les auteurs reconnaissent hein, dans la discussion de cet article, mais ils réfutent cette explication concernant le corpus des études sur le lien entre alimentation ultra-transformée et santé. De la même manière, ils reconnaissent que parmi les hypothèses explicatives les plus documentées, on a la question du fait que en général, les aliments ultra transformés sont de moindre qualité nutritionnelle, mais comme dans la plupart des études qui ont regardé la question, il y a eu des ajustements, ce qu'on appelle des ajustements sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation et que le lien persistait, alors ils réfutent le fait que ça puisse expliquer ces liens avec la santé. Il y a quand même des
résultats un peu divergents avec cette conclusion-là. Notamment, il y a une autre étude, alors celle-là, c'est pas une revue de la littérature, c'est une étude qui a été menée sur les cohortes de professionnels de santé aux États-Unis qui sont bien connus. Et cette étude, elle a plutôt tendance à montrer que c'est surtout la qualité nutritionnelle globale, pas seulement nutritionnelle, mais l'équilibre aussi alimentaire de l'alimentation qui va être associé à l'état de santé. Ici, il regarde le risque de mortalité prématurée et il voit que c'est vraiment l'effet équilibre alimentaire et nutritionnel qui l'emporte en quelque sorte sur le risque potentiellement associé à la consommation d'aliments ultra transformés. Il y a certaines forces, mais il y a aussi des faiblesses dans leur étude. Une des faiblesses, c'est que le fait qu'un aliment soit Nova 4 ou pas est évalué à partir d'un questionnaire de fréquence. Donc, il n'y avait pas vraiment d'informations détaillées sur les aliments pour savoir si c'était vraiment Nova 4 ou pas. Malgré tout, en fait, ils en concluent que finalement, ce qui est important, c'est de réduire la consommation de certains sous-groupes d'aliments ultra transformés, comme par exemple la viande transformée, et que le plus important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Alors, il y a plusieurs études, et évidemment, je ne peux pas vous les donner toutes, mais qui ont regardé le lien global entre consommation d'aliments ultra transformés et santé, pathologie spécifique ou santé globale. Mais ils ont aussi regardé comment se décomposait cette association en fonction des sous-catégories d'aliments. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce lien global, alimentation ultra transformée, santé, en fait, il n'est porté que par certaines sous-catégories d'aliments ultra transformés, et c'est des sous-catégories dont on sait déjà qu'elles ont des effets négatifs sur la santé, et on retrouve les produits ultra transformés carnés et les boissons sucrées qui posent problème, et pas les autres produits ultra transformés. Même dans certaines études, par exemple, les produits ultra transformés à base de céréales complètes apparaissent comme protecteurs. Donc, c'est un petit peu confusant tout ça. D'autres études pointent du doigt que finalement, il y a des liens avec la santé qui sont toujours observés chez les forts consommateurs d'aliments ultra transformés dans chaque pays. Mais dans chaque pays, cette proportion d'aliments ultra transformés, elle peut être plus ou moins forte. Par exemple, en France, on est autour de 30%. En Italie, c'est beaucoup moins important, c'est autour de 15%. Au Royaume-Uni, c'est 50%. Et en fait, il n'y a pas de corrélation entre le pourcentage d'énergie apportée par les aliments ultra transformés et le risque de santé, mais c'est plutôt toujours les plus forts consommateurs dans un pays donné qui vont avoir un risque augmenté. Et donc, ces auteurs en concluent que ça suggère que c'est plutôt le fait d'être fort consommateur dans un pays donné est plutôt un marqueur de conditions de vie ou de mode de vie peu favorable à la santé. Alors, on voit tout le temps, surtout quand on se promène sur la toile, des communications comme celle-ci, où on fait le lien direct entre la consommation d'un aliment et un événement de santé. Évidemment, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, et il est tout à fait crucial de distinguer corrélation et causalité. Les études d'épidémiologie ne permettent pas d'établir une causalité. D'ailleurs, ils le disent dans toutes leurs publications comme une limite inhérente à la méthodologie, hein. Et donc, c'est important d'aller voir ce que disent les études d'intervention. Malheureusement, les études d'intervention, il y en a très peu, et même pendant longtemps, il n'y en a eu qu'une seule. D'ailleurs, on l'appelait l'étude de Hall. Donc, elle a été publiée en 2019. Et donc, cette étude a comparé, en fait,
les prises de poids d'individus qui étaient soumis soit à un régime ultra-processé, soit un régime non processé, donc d'aliments bruts. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'au bout de 15 jours, les personnes auxquelles on avait donné un régime ultra transformé avaient pris du poids et ceux qui avaient eu le régime non processé avaient perdu du poids. Et donc, ça a été euh, brandi comme la preuve de l'effet négatif de du fait de consommer des aliments ultra-processés sur l'obésité. Alors, ce qui est quand même d'un peu étonnant pour un journal de ce niveau-là, parce que c'est un très bon journal, c'est le métabolisme, c'est que dans le résumé, les auteurs indiquaient que les deux types de diètes étaient matchées, enfin, donc équivalentes en densité énergétique. Mais en réalité, quand on allait voir le tableau de comparaison des compositions, etc., ce n'était pas du tout le cas, puisque la diète ultra-processée était 2 fois plus concentrée en calories. Vous voyez, 2 kilocalories pour 100 grammes, par gramme, pardon, versus 1 kilocalorie par gramme. Or, on sait en fait depuis 20 ans qu'une alimentation plus dense en énergie augmente la prise calorique et le surpoids à court terme. Là, c'est des travaux, moi, quand j'ai commencé à travailler en épidémiologie nutritionnelle, qui étaient très largement cités déjà. Euh, alors, c'est un peu quand même étonnant qu'on ait fait tout un flanc autour de cette étude, qu'elle a été citée plus de 2000 fois et donc brandie comme la preuve de l'impact de l'ultra-transformation sur la santé. Pourtant, il y a des auteurs très, très sérieux qui l'ont critiqué assez rapidement en mettant justement en avant les différences qui n'étaient pas liées à l'ultra-transformation et qui pouvaient tout à fait expliquer cette prise de poids. Mais cette étude, elle a été citée beaucoup, beaucoup moins souvent, bien qu'elle ait été écrite par des auteurs prestigieux. Madame Darmon, il vous reste 5 minutes, vraiment 5 minutes. D'accord. Donc, il y a une nouvelle étude d'intervention et il commence à y en avoir quelques-unes maintenant. Là, il y en a une qui est intéressante parce qu'elle a pris un peu les choses différemment. Elle a voulu regarder, comparer deux régimes ultra transformés ou pas ultra transformés, mais qui tous les deux, en fait, étaient équilibrés puisque tous les deux respectaient les recommandations de l'équivalent du PNNS au Royaume-Uni. Le résultat, c'est que les participants ont perdu du poids dans les deux bras et que la baisse de poids était moins importante avec le régime ultra transformé. Par exemple, il n'y avait pas de supériorité sur les marqueurs métaboliques d'une diète par rapport à l'autre. Et puis surtout, il y a eu beaucoup plus d'abandon avec la diète qui était peu transformée. Donc, ça interroge aussi sur son acceptabilité. Et donc, finalement, un résumé provocateur, mais vrai, de cette étude, c'est que les participants ont perdu du poids ont amélioré leur glycémie et leur taux de cholestérol LDL grâce à un régime alimentaire ultra transformé, plus dense en énergie, plus savoureux et plus facile à suivre qu'un régime faiblement transformé. Et donc, clairement, les résultats de cette étude remettent en question l'idée d'un lien causal spécifique entre ultra-transformation et prise de poids. En fait, il y a un problème commun aux quelques études d'intervention publiées à ce jour, c'est qu'ils ne comparent pas ce qu'ils devraient comparer. Pour savoir s'il y a un effet propre à l'ultra-transformation, il faudrait comparer une alimentation Nova 4 de mauvaise qualité nutritionnelle avec une alimentation Nova 3 ou Nova 1 si c'est possible, mais de mauvaise qualité nutritionnelle. Et puis aussi une alimentation Nova 4 de bonne qualité nutritionnelle avec Nova 3 de bonne qualité nutritionnelle. Or, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est toujours comparer une alimentation Nova 4 de mauvaise qualité nutritionnelle à une alimentation Nova 1 parfaitement équilibrée. Et ça, ça ne nous apprend pas grand-chose parce que l'on sait très bien que il vaut mieux manger équilibré pour aller mieux. Alors, bon, je vais peut-être passer les diapos que j'avais prévus sur transformation industrielle versus domestique.
en rappelant, je pensais rappeler un peu, mais je pense que vous le savez largement, les services rendus par la transformation des aliments, qu'elles soient industrielles ou pas. Rappeler que cuisiner à domicile, oui, c'est bien, mais ça n'est ni une condition suffisante, ni absolument indispensable pour bien manger. Et en plus, ne pas oublier que la charge de la cuisine repose entièrement, enfin pas encore entièrement, non, mais encore largement sur les femmes. En fait, c'est pas du tout entièrement, mais c'est quand même 75% du temps. Et donc, toute recommandation à cuisiner maison risque d'accentuer les inégalités de genre. Il y a une étude d'ailleurs qui a montré récemment que le temps nécessaire à la préparation des aliments ne reflète pas leur qualité nutritionnelle. Une autre étude très intéressante que je vous signale, vous irez regarder de près si ça vous intéresse, qui compare pour certains aliments très précisément, donc c'est vraiment une étude de sciences des aliments, euh, des versions fait maison et des versions industrielles des mêmes aliments. Et en fait, ils regardent dans le détail les compositions nutritionnelles, mais aussi la présence de composés indésirables comme l'acrylamide ou des produits de la réaction de Maillard. Et en fait, ils montrent que les aliments faits maison n'offrent pas nécessairement une qualité nutritionnelle supérieure ou des niveaux plus faibles de composés nocifs par rapport aux produits industriels, et que donc classer les aliments en fonction de leur transformation ou des ingrédients industriels qu'ils contiennent ne permet pas de juger de leur valeur santé, selon eux. Donc, j'en arrive à mes diapos de conclusion. Bien que le lien santé, alimentation et traces transformées persiste après de nombreux ajustements statistiques, donc là on parle des études épidémiologiques, y compris sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation, le fait qu'il y a une longue liste de pathologies pour lesquelles une association a été observée, le fait que l'association apparaisse à différents niveaux de consommation selon les pays et qu'elle soit portée seulement par quelques sous-catégories d'aliments, tout ceci ne plaide pas en faveur de la spécificité des mécanismes d'action des aliments ultra-transformés, et ça suggère que le lien pourrait refléter l'existence de facteurs de confusion résiduels non captés par les ajustements classiques, mais associés à des habitudes ou des conditions de vie défavorables à la santé. Euh, Quand même, sachez que les rapports institutionnels, dans leur grande majorité, pas seulement le rapport de l'ANSES, concluent que ce terme ne devrait pas être utilisé dans le cadre des politiques nutritionnelles ou des recommandations alimentaires et appellent à s'en tenir à des recommandations fondées sur les preuves, telles que la réduction de la consommation à forte densité énergétique et faible qualité nutritionnelle de viande rouge et de charcuterie et l'augmentation de la consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes, de légumineuses et de fruits à coque. Alors, ma conclusion un peu plus personnelle, c'est que je pense que Nova est un concept qui fédère parce qu'il dénonce un responsable, le grand Big Food. Euh, Cependant, les études peinent à démontrer un effet causal spécifique par rapport à junk food, calories vides, fast food, etc. Les études, alors il y a des études dont je vous ai dit, je n'avais pas le temps de rentrer sur les études qui cherchent à explorer les mécanismes. Donc, il y a des belles études, très, très belles études qui sont faites. Elles sont bien conduites, elles sont très utiles pour faire progresser la science. Mais selon moi, je pense qu'elles bénéficient d'un écho médiatique assez démesuré par rapport au faible niveau de preuve qu'elles apportent. Mais cependant, elles sont extrêmement utiles parce qu'elles pourront permettre, par exemple, de mettre le point sur, effectivement, certains additifs qui posent problème et qui pourraient être, comme le dioxyde de tétane l'a été, éliminé de la liste des additifs autorisés. Donc, le problème de dénoncer un responsable qui est finalement l'industriel, hein, l'industrie agroalimentaire, c'est problématique parce que il y a un glissement qui conduit à jeter l'opprobre sur tous les aliments transformés. Or, la transformation, elle permet d'améliorer la durabilité dans toutes ces dimensions, santé, économie, gaspillage et impact environnemental. Et puis, ça c'est ma petite touche perso, le truc qui me dérange le plus, je dirais, c'est qu'on a quand même de nombreux aliments pratiques, abordables, à faible impact environnemental et de bonne qualité nutritionnelle.
notamment dans les catégories fruits, légumes, produits céréaliers complets, produits laitiers, légumineuses et poissons, qui sont classés comme ultra transformés, alors qu'en fait, ils sont essentiels pour une alimentation équilibrée avec un petit budget. Quand on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près un tiers des Français, si ce n'est plus, qui a du mal à s'alimenter correctement pour des raisons économiques, ça pose problème. Et ce qui pose problème aussi, c'est qu'il y a des dérapages et qui ne sont pas seulement le fait des médias, mais aussi qui peuvent être le fait d'institutions. J'ai repéré cette affiche de l'ADEME qui finalement voilà, propose pourquoi et comment manger mieux. Et dans les recommandations, on a limité les produits transformés. Donc là, clairement, on a un glissement sémantique ultra transformé, et c'est un problème selon moi. Voilà, je vous remercie. J'étais un peu longue. C'est parfait. Voilà, désolée. C'était très complet et je vous remercie beaucoup pour cette présentation. On a des gens qui applaudissent. En attendant peut-être que les questions arrivent, j'ai alors, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais de Gwenaëlle Joubrel qui, quand vous avez donné la définition du Nova 4, vous avez parlé pardon, je remonte, de l'hyperpalatabilité. Et une personne rajoutait aussi sur le côté facile à manger en grande quantité, notamment sur les produits en forme liquide qu'on connaît aussi sur le marché et qui du coup ne demandent pas d'effort masticatoire et qui pourraient du coup, enfin voilà, en tout cas rentrer dans cette catégorie aussi de classification. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une étude. Alors, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'études qui ne se contentaient pas de regarder le lien global entre alimentation ultra transformée et santé, mais regardaient par sous-catégorie. Et une d'entre elles a différencié entre ultra transformé solide et ultra transformé liquide. Et en fait, ils n'ont vu le lien que pour les aliments ultra transformés liquides quand ils découpent les choses comme ça, pas pour aliments ultra transformés solides. Donc, oui, il y a beaucoup d'études qui ont regardé les choses un peu en essayant de décortiquer par sous-catégorie. Merci pour tous ces gentils, ces messages-là. C'est très, très sympa. Merci beaucoup. En tout cas, on voit que c'est hyper compliqué, que c'est un sujet très complexe, que malheureusement beaucoup de médias et de non-professionnels se saisissent en fait de ce sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de slogans autour de l'alimentation ultra transformée, crée de l'addiction, génère des cancers, génère de l'obésité. Donc on voit qu'il faut être hyper prudent sur ce terme d'alimentation ultra transformée. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens de cette présentation. Et surtout, bah, on est, nous, alors je crois majoritairement des professionnels ou des gens de l'industrie agroalimentaire, à nous aussi de veiller à faire véhiculer les bons messages pour ne pas créer d'anxiété pour des gens qui ont besoin de ces produits, qui peuvent parfaitement rentrer dans une alimentation équilibrée. À nous, en tout cas, d'être vigilants et d'être curieux. Je regarde s'il y a d'autres questions. Merci, mais au clair, les messages de confusion. Merci beaucoup pour ces éléments extrêmement intéressants. Bon, bah, tout le monde vous remercie. A priori, vous avez été clair. S'il y a une main qui se lève, j'ai Jacques Ibor qui a levé la main. Si vous voulez prendre la parole, allez-y, Monsieur Ibor. Merci Madame Victor. Aline, moi je suis nutritionniste, je suis togolais et j'ai apprécié le thème. Moi j'ai une préoccupation parce que déjà Madame Nicolas a ressorti euh, que pour avoir une alimentation équilibrée, c'est à moins de coût la consommation des légumes. Mais est-ce que en même temps, on n'est pas en train de courir? Parce que déjà, il y a les pesticides, les biocides qui sont utilisés dans les champs et on voit la réalité. On fuit l'industrie, bien sûr, on fuit l'industrie, on fuit les produits ultra transformés, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans dans un autre cas? Parce que les biocides, les pesticides aussi, des études ont prouvé qu'ils sont source de cancer aussi. Est-ce qu'il y a une solution miracle hein, qui peut nous aider sur ce plan-là? Merci beaucoup et belle présentation à Madame Nicole. Merci. Oui, bah, vous soulignez que la nutrition, c'est complexe, qu'il faut tenir compte des différentes dimensions et puis qu'il faut garder en fait
les mots-clés de la nutrition qui restent toujours valables et aussi dans ce contexte-là et par rapport à l'alimentation durable, hein, c'est-à-dire l'équilibre, la diversité, la modération, hein, ça reste vrai, quoi. Mais c'est important d'être attentif à la façon dont sont transformés, enfin, produits et transformés, parce que vous posez la question de la production aussi, produits et transformés les aliments. C'est vrai que nous, en Europe, on a la chance d'être quand même extrêmement bien protégés par les agences nationales et européennes. Et effectivement, ce serait bien que ça puisse être le cas partout. Alors, on a des gens qui sont doctorantes, qui travaillent actuellement sur l'obésité et l'alimentation en Afrique. Ça m'aide à mieux redéfinir mes objectifs. Je pourrais bien vous consulter pour la qualité scientifique de son document, Madame Darmon. Très bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres questions? c'est un sujet délicat aussi parce que voilà, c'est aussi politique, quoi, hein, Oui. donc, on a un peu peur parfois de s'exprimer sur ces sujets-là, hein, c'est pas forcément facile. Alors, on n'a pas parlé d'un sujet, on n'a pas parlé de Yucca, Madame Darmon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui sont là, qui nous écoutent, qui, à mon avis, utilisent aussi l'application? Ouais, ça, je sais pas. Enfin, en tout cas, on peut dire qu'ils étaient en avance, puisque finalement, ils avaient pris le train bien avant que le PNNS, par exemple, parle d'aliments ultra transformés. Moi, je donnerais plutôt le conseil de, voilà, de rester sur l'approche globale et les mots-clés de la nutrition, plutôt que d'aller chercher aliment par aliment, parce que Yucca, c'est bien ça, c'est qu'en fait, on va noter un aliment considéré isolément, sans tenir compte de avec quoi il est accompagné, quelle est la fréquence, quelles sont les quantités, voilà. Et ça, Oui, on en revient au principe même de l'alimentation et de la nutrition qu'il faut personnaliser au contexte de chaque personne. Et surtout ne pas paniquer. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on est soumis à toutes ces communications anxiogènes sur Oui. le lien supposé entre la consommation d'un aliment donné et un événement de santé, ce qui est complètement affolant. Enfin, c'est totalement infondé. On a suffisamment de sujets anxiogènes sur d'autres thématiques pour ne pas en rajouter sur l'alimentation, on est bien d'accord. Bah, écoutez, je crois que tout le monde vous remercie, Madame Darmon. Je m'associe à tout le monde pour vous remercier également pour la qualité de cette présentation. Est-ce que ça sera possible, Madame Darmon, que vous me communiquiez le support pour que je puisse l'envoyer avec le replay à tous ceux qui étaient présents et qui l'ont demandé? Avec plaisir et merci pour vos messages très sympathiques. Et bonjour à ceux que je connais, il y en a quelques-uns. Très Merci bien, beaucoup. merci à vous. Au Bah, et revoir. bon appétit du coup, Oui, profitez-en. vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci.